Bonjour. Donc, Marina Cretnet, je travaille également comme mon collègue Jean-Marie à l'université de Caen. Et puis, dans le cadre de ce projet, vous allez voir que je vais vous présenter les choses vraiment de mon point de vue de microbiologiste qui s'est intéressé à cette diversité dans des cidres à distiller qui sont pour nous très intéressants puisque, étant des cidres spontanés, voilà, peu d'actions ou d'itinéraires mis en place technologiques, et donc on pouvait voir qui était présent, quelles sont ces bactéries lactiques dont on entend parler, présents dans les cidres à distiller. Et en sous-titre, la question derrière, c'est que on va entendre parler de bactéries lactiques pour deux choses qui sont importantes, à la fois parler de fermentation malolactique et à la fois la piqûre acroléique. Donc on voit bien que c'est pas forcément des choses au départ que l'on souhaite. Et pour répondre par rapport à Monarch, dans le cadre de ce projet, la question a été pour nous, en tout cas ce qu'on nous a demandé de faire, c'était de répondre qu'en est-il de la fermentation malolactique dans les cidres. Voilà, donc on a essayé de creuser avec nos outils pour essayer de répondre à cette question-là, et donc ce sera les derniers points de qu'en est-il, voilà les informations qu'on peut vous fournir à date. Alors, quand on parle, vous verrez, j'ai mis fermentation avec un S parce que c'est vrai qu'il y a une approche très forte sur la fermentation alcoolique, et parce que la fermentation malolactique, alors je sais très bien ce que je dis, je ne parle pas de TML parce que c'est important pour nous de dire que c'est une fermentation qui est liée à l'action de micro-organismes, et donc je parle vraiment de fermentation avec un S. Et donc, dans le cadre de ce que vous a présenté Jean-Marie et pour la suite, on a toute une partie donc diversité en levure qui est importante dans les cidres, qui sont importantes dans les cidres à distiller, avec la fermentation alcoolique, non Saccharomyces. Par exemple, des choses qu'on a pu voir dans les Saccharomyces, on en parlait dans le cadre du projet. On a vu que aujourd'hui, dans les cidres à distiller, eh bien, on a des Saccharomyces cerevisiae, alors que précédemment, on n'en avait pas. En tout cas, c'était surtout Varroum. Donc, tout ce travail qu'on a pu faire dans le cadre de la microbiologie de ces cidres, ça nous a appris que cette diversité au sein des cidres à distiller, que ce soit dans la composition en levure ou en bactéries, elle était forte, et elle évolue. Et elle évolue beaucoup et assez vite. Donc du coup, on a cette diversité en levure qui est plus connue, et puis on a cette diversité en bactéries, globalement. Cette diversité en bactéries qui va faire d'autres fermentations que la fermentation alcoolique, dont la fermentation malolactique. Donc la fermentation malolactique, ça va être principalement pour les bactéries lactiques. Quel type de bactéries lactiques? C'est ça qui est important aujourd'hui comme message, c'est que c'est une fermentation malolactique faite par des œnocoques, des pédiocoques, des leuconostocs ou des lactobacillacées, c'est pas du tout la même chose. Alors ça y est, je suis partie dans les noms de micro-organismes. Désolée, c'est un travers de microbiologiste. En plus, pour vous dire qu'on va peut-être vous perdre dans les prochaines années, nous on est déjà perdus, parce que on parlait des lactobacilles en général, il y a 2 ans sont intervenus des spécialistes en taxonomie pour nous dire qu'il fallait diviser les lactobacilles en 23 genres différents. Donc on a divisé et on a trouvé des noms très différents pour tout ce que vous connaissiez déjà. Donc voilà, pour vous donner comme exemple, on avait Lactobacillus mali qui est devenu Lycori-Lactobacillus mali, Lactobacillus diolivorans qui est devenu Lenti-Lactobacillus diolivorans, Brevis, Levi Lactobacillus brevis, et celle qui nous intéresse, juste pour que vous ne soyez pas étonnés, Collinoides, donc Lactobacillus collinoides qui est devenu Segundi Lactobacillus collinoides. Bon, ça ne nous arrange pas, parce que pour communiquer avec vous, ce n'est pas très agréable. Mais donc, voilà, la grande différence, c'est qu'on parlera de S. collinoides au lieu de L. collinoides pour que ce soit OK, mais ça reste la même. Donc, ça, c'était un point pour que ce soit clair. Et puis, au niveau des bactéries lactiques, on est parti du principe, quand on a démarré, c'était de dire que ça fait effectivement, ces bactéries lactiques ont le potentiel de faire une fermentation malolactique qui est principalement non souhaitée et mal connue. Donc mal connue, qui fait quoi, quand, précoce, tardive, qui est responsable de quoi, et ça c'était ce qui était important.
Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parmi cette diversité en bactéries et les autres fermentations, on va avoir aussi les bactéries acétiques. Donc, ça veut dire qu'on est à peu près sur la même taille de micro-organismes. Et puis, on va avoir les autres micro-organismes, Enterobacteriaceae, Zymomonas, donc pour tout ce qui est framboisé. Sachant que les proportions, c'est ce qu'on a pu voir avec Jean-Marie, les proportions entre ces trois groupes, elles sont importantes, puisqu'on ne veut pas partir en piqûre acétique, on ne veut pas partir en piqûre lactique, et puis ces autres micro-organismes qui sont présents et n'ont pas vraiment d'intérêt aromatique, et puis ce sont surtout les Enterobacteriaceae, ça va être des micro-organismes qui viennent du fait que du sol principalement, et n'ont pas d'intérêt pour les fermentations globalement et pour le produit. Donc les équilibres entre ces trois-là sont importants. Et d'un point de vue technologique, celles qui vont nous intéresser, c'est celles-ci. C'est celles-ci qui éventuellement peuvent avoir un intérêt dans le cidre. Et dans celles-ci, qui fait quoi, qui est présent, comment est-ce que ça peut se passer. Donc c'est ce qu'on est allé essayer, on est allé chercher dans le cadre de Monarch. Donc des bactéries lactiques impliquées à la fois dans la fermentation malolactique et la piqûre acroléique, puisque la piqûre acroléique, c'est ce fameux Sengundi lactobacillus choline. Alors, on le sait, on part de ce principe et je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Au sujet de la fermentation malolactique, il y a des plus et des moins. Donc, c'est intéressant parce qu'on a une modification de la saveur avec la baisse de l'acidité, évolution du produit vers plus de rondeur. Mais de l'autre côté, ça va fragiliser le produit. Et donc, on prend un risque avec l'intervention avec la FML. On a une modification des arômes. La synthèse des composés secondaires modifie les caractéristiques aromatiques des produits. Donc ça, on le sait qu'il peut en tout cas y avoir un intérêt, mais ça peut aussi modifier la couleur avec une augmentation, des couleurs qui vont être moins franches, plus sombres. On va pouvoir, les bactéries lactiques peuvent faire baisser la teneur en éthanol. Et puis, on associe la fermentation malolactique à une richesse aromatique. En tout cas, mais derrière, on va aussi avoir une baisse de la fermentabilité et donc éventuellement la consommation de nutriments par les bactéries lactiques qui vont entraîner cette baisse de fermentabilité et une prise en mousse qui va être plus délicate. Donc, notre intérêt était de savoir quelles bactéries lactiques et comment est-ce qu'on peut répondre pour mieux mesurer les risques. Parce que la FML est un risque dans les deux cas. Alors, tout ça, parce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de diversité. En fait, derrière fermentation malolactique, il y a plein d'intervenants très différents. Ces intervenants, on a parlé des œnocoques, des lactobacillacées, donc la nouvelle grande famille, des pédiocoques et des leuconostocs. Donc, toute la campagne de Monarch nous a permis d'aller rechercher des micro-organismes représentants de tous ces individus, de toutes ces espèces, pour essayer de comprendre si on fait une fermentation malolactique avec Eunococcus honi, qu'est-ce que ça donne par rapport à une fermentation malolactique avec Mali ou Diolivorans, mettons. Donc, on a on a repris 72 représentants de bactéries lactiques du cidre pour essayer de comprendre ce que chacun peut ou pas apporter, en tout cas, quel est leur potentiel. Parce que la réponse, elle n'est pas simple. Juste pour vous dire, ça me donne l'occasion ici de vous présenter dans le cadre de cette étude. Ça a eu un intérêt pour nous aussi parce que on a trouvé des nouvelles espèces d'œnocoques. Alors vous allez me dire, c'est super pour les microbiologistes, et alors? Mais ça intéresse pas mal de monde parce qu'en fait, ces espèces différentes, elles ont probablement, et on va le voir, un potentiel différent de fermentation malolactique. Et ça montre aussi que quand on étudie la fermentation malolactique dans les cidres à distiller, c'est pas la même chose que dans le vin, c'est pas la même chose que dans les autres produits, parce qu'on a des espèces qui sont, aujourd'hui, on pense, particulières au cidre. Et donc, juste pour vous montrer, Eunococcus honi, c'est celle qu'on connaît le plus. Au niveau des températures de croissance, des pH, du maximum d'éthanol et du maximum de sel. Alors, le sel, ça nous intéresse moins, mais c'est une caractéristique qui nous permet de séparer les différentes espèces.
fait bien la TML, et puis Cicerae ou Pseudoni, qu'on a aussi découvert comme étant des espèces différentes. Bien, ces deux espèces, elles vont avoir des caractéristiques de température différentes, de pH un peu différents, le maximum d'éthanol est pas le même, donc on voit que c'est un peu différent. On a, depuis qu'on a sorti cette souche de Cicerae, on les a retrouvées par exemple dans des produits type kombucha. Il y a des publications qui le montrent. On est bien sur une espèce qui, a priori, fonctionne mal avec des taux d'éthanol assez forts. Donc, on voit bien que cette diversité fait que la croissance de ces micro-organismes en fonction du produit va être un peu différente. Et ça, c'est un enjeu. Puisque pour répondre à la question qu'est-ce qui est important au niveau de la fermentation malolactique, il faut savoir qui le fait, parce qu'elle ne peut pas le faire dans toutes les conditions. Donc, notre question, c'est qui ? C'était d'aller découvrir qui. Et puis après, on est allé répondre à ces deux questions. On parle souvent de FML précoce ou tardive. Alors, pour aller rapidement sur cette diapositive, on est allé regarder sur deux modèles de laboratoire. Un modèle qu'on a appelé précoce, où on n'a pas fermenté, un modèle mou. Et puis, on est allé regarder dans un deuxième modèle où on a fait fermenter par Saccharomyces cerevisiae, puis on a utilisé ce mou fermenté pour aller étudier la FML tardive. Alors, c'est des modèles, hein. Il n'y a pas toute la complexité qu'on peut avoir, mais ça nous permettait au moins d'avoir des choses différentes en sucre, en acide malique et puis en alcool. Et donc, hop, alors c'est long, mais on va y aller ensemble. Et donc les résultats qu'on a pu avoir, donc sur ces 72 souches que je vous ai présentées, on est allé voir quelle variabilité. Quand on prend ce modèle de FML précoce, sur un mou, comment ça se passe, quelle est leur capacité à faire de la fermentation malolactique. Donc ici, on va avoir tout le groupe des œnocoques, dont les œnocoques Cicerae. Comme je vous ai dit, par exemple, on voit bien que la FML est moins bien faite par ces nouvelles espèces, par exemple. Et ici, on a effectivement des œnocoques Euni et puis des œnocoques Pseudoni, l'autre nouvelle espèce, et on voit qu'on a une forte variabilité en capacité à faire de la FML, mais si on regarde l'ensemble, c'est bien quand même elles qui vont être les intervenants, ça va être les intervenants principaux pour cette fermentation malolactique. Quand on prend des souches qui proviennent pas du cidre, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas de fermentation malolactique qui arrive, hein. Là, on a pris deux autres espèces qui ne viennent pas du cidre et on voit bien le résultat qui n'est pas bon du tout. Sur des malis, des lactobacilles, ce coup-ci, donc la même famille, on va dire la même grande famille que ceux des collinoïdes, donc c'est pas toujours facile d'en faire la différence. On voit aussi qu'il y a cette capacité à faire la fermentation malolactique. Et ensuite, sur les collinoïdes qui font la piqûre acroléique, qui seront responsables de la piqûre acroléique, on voit ici que certaines font très très bien aussi la fermentation malolactique. Donc on a des souches, c'est pas facile de dire, c'est pas soit l'un ou soit l'autre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ensuite, on va aller voir les pédiocoques, possible de faire de la fermentation malolactique à des niveaux bien inférieurs. Et puis d'autres lactobacilles aussi, des niveaux inférieurs. Et puis on a regardé aussi les leuconostocs qui sont présents un peu au début, qui sont surtout présents au début en termes de diversité. Et là, non, clairement, c'est pas eux. Et puis donc si on prend dans l'ordre, œnocoque en premier, lactobacille en second, pédiocoque, puis leuconostoc. Et puis on a la réponse, collinoïdes peut réaliser la FML. Donc, voilà, si c'est présent, on peut avoir ces signes-là aussi. Quand on prend le modèle de FML tardif, on voit, alors c'est pas facile parce que je vous ai pas mis en comparaison, on a quand même une fermentation malolactique qui se fait moins bien, qui est qui est moins active. Toutes ces espèces de coffres sont un peu moins actives. On le voit très bien sur les malis, sur du coup les lactobacilles Mali. On voit que cette souche de collinoïdes, peu importe, elle est toujours aussi active. Et puis encore un peu moins pour les pédiocoques, et puis plus rien pour les leuconostocs. On est bien sur des modèles où on a vu que sur du spontané, avec Jean-Marie, on a vu que la fermentation malolactique se faisait probablement en même temps que la fermentation alcoolique dans les produits. Et puis ça le montre aussi, puisqu'on voit bien que leur capacité est fortement réduite quand on passe sur un modèle plus tardif.
Donc ça colle avec ce qu'on a pu voir dans les produits. Hop. Et puis, dans le tardif, ça permet aussi de se dire que dans les tardifs, on a quand même plus de chances que ce soit sur des œnocoques que sur des lactobacilles, du fait que ici, en termes de diversité, on n'a pas toujours tout ce que l'on veut. Et donc, ça, c'est intéressant pour la suite. Un autre élément qu'on avait pu regarder, alors j'ai regardé TML parce que la diapo est un peu plus ancienne, mais juste pour vous dire qu'effectivement, on a fait aussi une analyse sur la FML, sur c'est très large, hein, c'est pas la gamme tout à fait du cidre, mais entre 3,5, 4, 4,5, et on voit bien que quand on est à un pH élevé, effectivement les pédiocoques peuvent le faire, alors que plus loin, c'est plus compliqué, plus le pH diminue, plus les pédiocoques vont avoir du mal à faire de la fermentation malolactique. À pH 4, il y a un peu tout qui est possible. Et dès qu'on commence à descendre du pH 4, là, on n'a plus que les œnocoques et les lactobacillacées, les œnocoques et les malies qui vont être capables de faire de la fermentation malolactique. Donc le pH, effectivement, on l'a vu, le sujet a été abordé, il est extrêmement important. Et là, on a pris, c'est assez grossier comme pas de pH, mais on peut aller un peu plus finement parce que c'est extrêmement important. Alors, voilà pour la partie fermentation malolactique. Donc, on a dit fermentation malolactique versus piqûre acroléique. Alors, sur la piqûre acroléique, on va pas aller très loin dans les schémas, mais en fait, c'est le sucre présent qui est transformé du coup par les levures en éthanol, mais les levures vont produire du glycérol. Ce glycérol, en fonction de cette enzyme qui est présente ici, donc la glycérol déshydratase, qui est présente chez certains micro-organismes et pas d'autres, va être transformée en cette molécule qu'on appelle plus facilement le 3-HPA et qui va donner, après haute température et conditions acides, de l'acroléine. Donc on part de ce principe-là. Donc nous, c'est cette conversion qu'on va étudier pour comprendre les enjeux de la piqûre acroléique. Et puis, cette enzyme, elle est surtout présente chez les bactéries lactiques et particulièrement, ce qu'on dit Lactobacillus choline. Et donc, pour comprendre s'ils sont capables ou pas capables de produire de ce 3-HPA qui va donner de l'acroléine, ça va dépendre de cette enzyme qui est la glycérol déshydratase et qui va être présente ou pas en fonction d'un gène qui est dans ces micro-organismes qui s'appelle le gène PDU. Donc, nous, on est allé voir est-ce qu'on était capable avant de voir ce gène en particulier pour essayer de comprendre cette phase-là en particulier. Et puis, en parallèle, dans le cadre de Monarch, on a fait les suivis en acroléine. Et donc, vous retrouvez les noms de cuves, mais on a bien vu que on ne retrouve de l'acroléine que quand on retrouve du cholineoïdes. Donc, on s'est bien dit que la production d'acroléine ne se fait qu'en présence de S-cholineoides. Pour autant, dans l'étude de Monarch, on a vu que la quantité d'acroléine était faible dans notre étude. En fait, on n'a pas eu de piqûre acroléique dans les produits qu'on avait choisis. Donc, c'était difficile de l'étudier. Et puis, par contre, on avait une détection de l'acroléine qui était non consistante envers les résultats dans les cidres à distiller et les distillats. On s'aperçoit ça fonctionnait pas très, très bien. Donc, on a très vite réalisé, quand on a fait l'étude dans Monarch, que ça ne suffit pas de se dire s'il y a du Segundi Lactobacillus choline, j'ai un risque de piqûre acroléique. C'est pas aussi simple. Ça nous arrangeait pas, on aurait bien aimé, parce que c'est plus facile de répondre. On aurait aimé vous répondre comme ça. Donc, ça ne suffit pas. Donc, on a dû aller plus loin. Et donc, pour aller plus loin, vous retrouvez ce que je vous ai dit juste avant, ce fameux gène PDU qui va coder pour donc qui va rendre possible ou pas. Et on s'est aperçu que quand on a regardé ce gène parmi tous les micro-organismes de la collection, sur différentes bactéries lactiques, on avait deux gènes différents. On avait un gène qui on a appelé de type 1. Ce gène-là, quand les cholinoïdes ont ce gène, a priori, ils ont la capacité à consommer le glycérol, donc à produire le 3-HPA, donc un risque acroléine. Et puis, d'autres qui ont un gène de type 2, donc là, ils n'ont pas cette capacité. Donc, on voit qu'on va un cran au-dessus. La question n'est pas de savoir si il faut que la souche soit présente, il faut que l'espèce soit présente, mais ça dépend ce qu'elle a. Donc, est-ce qu'elle a le gène ou elle n'a pas? Donc, il faut qu'on aille un cran au-dessus.
Et donc, on est allé cribler, pareil, comme on a pu faire pour la TML. On a pris plein de représentants pour essayer de comprendre ce qui était engagé. Et sur tous ces représentants, on a pris d'autres représentants que les collinoïdes, parce que effectivement, ces lactobacillacées de type Diolivorans ou brevis sont aussi capables de... ils sont présents, beaucoup moins présents dans le cidre, mais on a pu les détecter. Et donc, ils ont un gène qui est capable de dégrader le glycérol, mais principalement, on va être sur collinoïdes. Et on est allé voir ceux qui avaient le type 1, ce gène-là. Il dégrade bien pour tous le glycérol. Et sur le gène de type 2, eh bien, certains dégradent le glycérol et d'autres ne dégradent pas le glycérol. Donc, au bilan, on s'aperçoit que quand on travaille pour répondre est-ce qu'il y a un risque de piqûre acroléique, on est obligé d'aller un cran plus loin. Et dans ce cran plus loin, on a encore 3 possibilités. Ça facilite pas le travail. On continue. Alors du coup, on est allé, pour aller rapidement, on est allé regarder, on a fait une étude où on a fait varier les sucres, l'acide malique, l'azote, l'éthanol et le pH. Et on a utilisé 3 souches, 3 micro-organismes type. Un qui était au début de type 1, donc ça veut dire que dans les conditions de laboratoire, il dégrade le glycérol. Un qui était de type 2, mais on savait à l'avance qu'il dégradait pas le glycérol. On s'est posé la question, est-ce que si on change les conditions d'environnement, une fois, il sera capable de le faire, et donc on pourrait déterminer cette condition est un risque. Et puis, on a pris un type 2 qui dégrade du glycérol et pour la même question, c'était de se dire, on fait varier les conditions pour se dire, est-ce qu'il n'y a pas des conditions qui sont plus à risque pour répondre? Qu'est-ce qui fait que si j'ai des collinoïdes, qu'est-ce qui fait qu'il y a un risque de piqûre acroléique? Voilà. C'était un peu notre idée. Et on a vu que sur celui-ci, eh bien, on a beaucoup de dégradation du glycérol, de quasiment 60 à 100%, et dans quasiment toutes les conditions. Et on a vu que le pH avait de l'importance sur le type 1. Et sur celui-ci, où des fois il dégrade, des fois il ne dégrade pas, d'après la diapo d'avant. Ici, quoi qu'il arrive, quand ils ne sont pas capables de dégrader du glycérol, quoi qu'il arrive, il ne se passera rien. Et par contre, quand ils sont capables, ceux-ci, quand ils dégradent du glycérol, eh bien, en fonction des concentrations en éthanol, eh bien, on va être plus ou moins dans des conditions qui sont favorables et on peut aller jusqu'à 34% du glycérol qui est dégradé, donc derrière du 3-HPA et donc potentiellement de l'acroléine. Donc voilà. Et ensuite, si on fait un bilan de toutes ces étapes. Le bilan, c'est que du coup, on s'est aperçu qu'il faut du collinoïdes, mais on a 3 types de collinoïdes différents. Donc, on a une forte diversité. Et on s'aperçoit que le risque pour dire tel cidre ou tel cidre, il est risqué, ça va dépendre de leur composition d'un gène particulier qui est PDU. Est-ce qu'il est de type 1 ou de type 2? Et globalement, on sait que les collinoïdes avec ce type 1 sont le risque le plus important de piqûre acroléique. Donc, on sait ce qu'on doit aller rechercher. Donc, on avance un petit peu pour savoir, pour essayer de déterminer quel est le risque derrière. Dans toutes ces bactéries lactiques, quand celle-ci est présente, on a un risque. Après, ce risque, comment il va s'exprimer en fonction du cidre. Et donc, on regarde au niveau de l'environnement, on s'aperçoit que sur ce type 1, si le pH est élevé, ça favorise la dégradation du glycérol. Donc, on est toujours un peu là-dedans. Et sur le type 2, le taux d'éthanol faible favorise la dégradation du glycérol. Donc, on a quand même celui-ci qui peut aussi agir dans d'autres conditions. Voilà, ça répond à un début en disant, voilà, quels sont les risques. Enfin, que retenir? Dernière diapo. Et donc, je voulais vous dire que la diversité en bactéries lactiques des cidres à distiller, elle est grande, inexploitée et pour moi à fort potentiel. À fort potentiel à partir du moment où on comprend qui fait quoi, comment, et on est en capacité de le faire grâce à Monarch. Ensuite, les bactéries lactiques réalisent plus facilement la FML pendant la fermentation alcoolique. A priori, dans le cidre, c'est vraiment à ce moment-là qu'aujourd'hui, dans des cidres spontanés, elle a plutôt lieu à cet endroit-là. On est dans des conditions qui le permettent. L'incidence de la FML n'est pas la même suivant le type de bactérie lactique la réalisant. On a vu, si c'est un eunocoque, un lactobacille ou un autre, ça va pas donner la même chose. Donc ça a de l'importance. Le risque de piqûre acroléique dépend du type de collinoïdes, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Donc on peut évaluer le risque en fonction des bactéries lactiques sur celle-ci. Donc on a avancé d'un point.
Et en fait, on pense du coup que la diversité des bactéries lactiques avant ces fermentations, donc au tout début dans le mou, est importante pour évaluer l'équilibre entre bénéfices et risques, puisque c'est ce que je vous ai dit au début. C'est important de le savoir, ça dépend. Et donc ça dépend, on ne peut pas rester sur cette question-là, il faut aller jusqu'au bout. Et donc c'est cet équilibre entre ces différents groupes de bactéries lactiques qui va guider un peu dans un sens ou dans un autre. Voilà où nous en sommes. Merci à vous. Merci Marina. Je remets que retenir. Voilà. Bon, comme vous voyez, là où il y a du gène, il n'y a pas de plaisir. C'était obligé. Il y avait un petit challenge avec Vincent. Ouais. Elle est placée, c'est ça. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ces aspects TML, bactéries? Si vous n'en avez pas, on va gagner du temps, mais ça serait bien qu'il y en ait quand même quelques-unes. J'avais une petite question quand même pour lancer les débats. C'était sur le graphique c'est des vitesses de dégradation en fait de Malik que vous avez placées. Mais ça ne veut pas dire que dans le temps, on ne peut pas aller jusqu'à une malo complète, en fait. Est-ce que vous avez regardé ces aspects-là? Parce qu'il y a la vitesse, mais il y a aussi, si je prends mon temps, j'y vais et je la ferai quand même, quoi. Oui. Après, c'était celle qui va la faire la plus vite. En termes de parce qu'en fait, on se dit aussi qu'en termes de compétition, comme le mou bouge beaucoup au tout début et que la fermentation malolactique elle a lieu là, celles qui vont la faire la plus rapide vont le faire avant que les conditions en éthanol ne le permettent plus, etc. Donc celles qui le font le plus rapidement, c'est celles où il y a plus de chances d'aller jusqu'au bout. Oui, c'est un peu l'idée. Par rapport aussi à l'impact TML, alors c'est vrai que nous en Cine on n'en veut pas trop. Alors je sais que dans le cognac non plus sur les aspects vin à distiller, il y a des déclenchements. Alors c'est des choses qui se réfléchissent un peu aussi chez nous, c'est de dire par contre s'il y a beaucoup d'acétaldéhyde, d'éthanal dans le cognac, si je dis pas de bêtises, ils vont déclencher les TML pour consommer cet éthanal. Donc bon, voilà, il y a des réflexions par rapport à ça. Ça peut être une utilité aussi, la maîtrise de la TML. On a un peu abordé les choses sur l'aspect consommation d'éthanal. Ça évite le fait qu'il y ait croissance des bactéries lactiques, ça évite la croissance des autres. Ça évite la croissance de certaines qu'on ne souhaiterait pas, on le sait. Donc au global, même en termes aromatiques, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est un peu cette idée-là. Si on connaît mieux comment maîtriser celle-ci, ça évite que les autres prennent le pas. Sur le pH, du coup, la conclusion, c'est de dire quand il n'y a pas d'alcool et qu'il y a un pH élevé, il y a de gros risques. Si on diminue le pH et qu'on a un peu d'alcool, il y a zéro risque. Je ne serais pas aussi radical, mais en tout cas, oui, on va là-dessus. Mais voilà. Mais la fermentation malolactique, elle a aujourd'hui lieu plutôt au début. Le risque est là. Oui, alors est-ce qu'il est prévu une application, genre l'ABO peut rechercher ce qui favorise la piqûre acroléine, mettre en place par rapport aux recherches que vous avez développées, une application qui nous permettrait, sur nos cuves de cidre à distiller, de savoir celle-là risque d'être plus sensible à une piqûre acroléique, donc de la distiller en premier par rapport à d'autres. Sachant que ce que vous proposez comme solution, les cahiers des charges, que ça soit, je pense, en AOC Calvados ou en AOC Fine-Bretagne, ne nous autorise pas à rajouter quelque chose dans le cidre à distiller. On a très peu d'interventions possibles, en fait. Et donc, c'est pour ça que la question est de savoir, dans l'équilibre entre ces bactéries lactiques, comme on a vu, la température joue, l'oxygène va jouer. Donc, peut-être on n'ajoute pas, mais sur des choses qui sont là, on peut peut-être favoriser une population par rapport à l'autre. Et donc, c'est un peu ça notre idée derrière. C'est-à-dire que la question, c'était de savoir... est-ce que favoriser certaines populations de bactéries lactiques qui pourraient avoir un potentiel vont nous empêcher l'autre? Alors, on n'est pas sûr encore, mais voilà, on en parlait au tout début sur le lactate d'éthyle, il est dans un sens et de l'autre côté, il y a l'acroléine. Donc, j'ai pas la réponse totale, je suis désolée, c'est le problème du chercheur, mais j'ai tendance à penser que si certaines populations sont là, si la fermentation malolactique est là, ça peut empêcher l'autre côté. Voilà, ça peut empêcher l'acroléine. Donc du coup, derrière, on peut dans l'équilibre par température, peut-être oxygénation, favoriser une par rapport à l'autre. Marina, pour enfoncer un peu le clou de Nicolas, est-ce qu'il y a des dosages qui permettent de détecter si tu as des du coup, ça c'était la partie qu'est-ce qu'on pourrait faire. Non, mais est-ce qu'il peut y avoir des tests
Ou des mesures biologiques qui peuvent être rapides Voilà. Et donc l'idée derrière, c'est que nous, on connaît les gènes et on peut peut-être aller les regarder. Et donc du coup, là, on n'a pas eu d'étudiants qui étaient super intéressés par ça, mais notre idée, c'était ça. C'était de développer d'un point de vue d'aller rechercher ces gènes-là pour avoir un test qui nous dit est-ce qu'il y a un risque ou pas, parce que ce gène-là, il est présent en forte quantité. Donc, on peut se poser la question. Mais derrière, il faut vraiment, et c'est vrai que en microbiologie, c'est pas comme un pathogène. On se dit, il est là, donc il va se passer ça, donc c'est risqué. Ici, on est vraiment à se dire, c'est un diagnostic. Il est là, plus ça sent pas bon. Il est là, et donc c'est cette réponse-là qu'on aimerait amener, parce que si on commence à dire juste la présence du gène, ça va pas vous apporter la réponse, parce que des fois on va sortir l'artillerie alors que c'est pas nécessaire. Et le but c'est pas ça. Et donc du coup on peut le faire par de la biologie moléculaire pour essayer de faire ça. Donc il nous reste à avancer sur ce sujet-là pour essayer de développer un test qui permettrait de répondre à cette partie-là. Et c'est pas forcément des tests qui sont aujourd'hui très coûteux, c'est utilisé dans des entreprises agro, donc ça pourrait être envisagé. En tout cas, nous, on est dans cette idée-là. Ça, et derrière en solution, température, oxygène, différents mous, voilà. Et qu'est-ce que ça pourrait effectivement donner pour vous répondre quel itinéraire, quel schéma d'élaboration en fonction de ce que j'ai.